Bonjour à tous, bonjour Aurélia Monaco. Merci d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui sur l'entrepreneuriat sensible. Merci Edmé, avec plaisir. Alors, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. J'aurais juste envie de dire que tu es une experte en hypersensibilité et hypersensorialité. Et du coup aussi, c'est sous ce prisme qu'on va échanger aujourd'hui par rapport à l'entrepreneuriat. Comment on entreprend quand on est hypersensible, quand on est pragmatique sensible. Alors, pour me présenter justement en tant qu'hypersensible, c'est toujours très compliqué pour moi parce que je suis là pour me prendre. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Aurélia. J'ai créé mon entreprise il y a 4 ans qui s'appelle Ici et Ailleurs. Ailleurs, c'est créé en anglais, donc H-I-G-H-E-R. Et justement, l'idée, c'est un mot qui m'est venu comme ça, c'est l'idée de faire le pont entre l'ici, la vie sur Terre, l'ailleurs, la rêverie, l'imaginaire. Et le et, c'est le pont, le liant. Donc, je propose des accompagnements, des expériences qui évoluent au fil de mon évolution aussi. Globalement, j'accompagne beaucoup de femmes à se reconnecter à leur sensibilité, à leur sensorialité, à leur sensualité d'une certaine manière aussi. Je crée des vidéos pour des entrepreneurs, pour des artistes, pour mettre en avant toute la partie invisible soit de leur parcours, de leur message. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle J'assume mon hypersensibilité, qui est un petit peu un guide pour comprendre l'hypersensibilité, apprendre à l'assumer. Donc voilà, tout ce qui me touche est lié à tout ça, à la danse aussi, à l'expression de ses émotions. Et voilà, je chemine et ce que j'intègre, j'essaie de le partager avec d'autres personnes. Waouh, merci. Aujourd'hui, on a envie de parler d'entrepreneuriat sensible, qui est une nouvelle manière d'entreprendre, on va dire un nouveau paradigme dans l'entrepreneuriat, comparé à l'entrepreneuriat traditionnel où on va seulement se baser sur des données qui sont économiques, sur le marché, sur voilà, qu'est-ce qui va fonctionner, quels sont les besoins du marché, comment on entreprend autrement aujourd'hui. Pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat sensible? Pour moi, l'entrepreneuriat sensible, c'est plutôt entreprendre à partir de son être, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat va être la conséquence d'une quête intérieure et d'une connexion à son âme, à son cœur, à ce qui nous touche. C'est vraiment plus une connexion à ce qui nous touche en tant qu'individu, en tant que personne, à notre histoire, à notre sensibilité. Et de cette quête va s'exprimer des choses concrètes dans l'entrepreneuriat, mais c'est plutôt ça part de l'intérieur, ça part de soi, de quelque chose de très profond. Tu vois, genre plus je le ressens là, dans le cœur, enfin voilà, vraiment quelque chose de profond en soi. Et plutôt que effectivement d'aller tout de suite sur le marché, ce qui moi m'a jamais trop parlé, c'est bah, va faire un business plan. Je dis pas que ça sert à rien, mais pour moi l'entrepreneuriat sensible, on part d'abord de soi et ensuite on va sur un marché ou on crée un marché, peu importe. Mais ça part plus de soi, de sa sensibilité, de son être, de ce qui est vivant en fait en soi. Exactement, et la plupart des gens, en tout cas ce qu'on a appris, moi ce que j'ai appris, je vais parler pour moi, ce qu'on a appris, c'est pas à entreprendre avec son âme, c'est pas à entreprendre à partir de son être. Euh, Ouais. En tout cas, c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma société, même si je j'intellectualisais pas, on va dire, tout ce qu'on est en train de dire. Je pense que toi non plus, hein. Tout ça, ça reste théorique. Mais les exemples que j'avais en tant qu'entrepreneur, c'était pas forcément des personnes qui entreprenaient avec leur âme. C'est quand j'ai commencé ma société et j'ai commencé à me réajuster, développer mon activité et que j'ai suivi un élan intérieur parce que j'étais justement en introspection, que j'ai découvert l'entrepreneuriat sensible. Mm. Quel a été ton chemin, toi, par rapport à l'entrepreneuriat sensible? Est-ce que ça a été vrai dès le début, comme tu le disais, avec une allergie au business plan? C'est Ce genre de choses. intéressant que tu partages ça parce que je pense qu'on est complémentaires dans la façon dont on a vécu les choses. Donc, déjà, pour reprendre un petit peu, toi, ce qu'on t'a transmis, moi, j'ai fait une formation. Bon, à la base, j'étais juriste, avocate, et après, j'ai fait une formation de coaching.
où clairement, c'est pas du tout ce qu'on m'a transmis et on m'a beaucoup appris sur les compétences, le coaching, la posture, mais pas sur l'après. Et en fait, quand je regarde maintenant, moi je pense que j'étais vraiment presque inconsciente de tout ce que ça a impliqué en termes d'action, de chercher des clients ou de trouver des clients. J'étais vraiment partie par un élan du cœur. Je crois que j'en pouvais plus de travailler dans un certain contexte et j'avais vraiment envie de me sentir utile. Donc c'est vraiment parti de justement de ma sensibilité, de mon cœur et j'avais complètement occulté tout ce que ça allait impliquer et je ne connaissais pas en fait tout ce que ça allait impliquer en termes de business, d'entrepreneuriat. Et les peu de fois où j'ai entendu le business plan, etc., vraiment, ça ne me parlait pas du tout. C'était trop rationnel pour moi. Donc, j'ai découvert, je suis vraiment partie de ma sensibilité, mais ensuite, j'ai découvert en chemin que ça n'allait pas suffire, en fait, qu'il allait falloir faire des choses concrètes. Et j'ai toujours été étonnée de certaines personnes qui me contactent et qui sont en reconversion, qui me disent alors, comment as-tu trouvé tes clients? Quelles sont les actions concrètes, etc. Je me disais ah bah, c'est bien, elles y pensent avant. Moi, je suis partie genre, oh, super, on va trouver, enfin, ça va se faire et avec une forme d'inconscience. Et je pense que c'est pas plus mal parce que j'ai appris en faisant. Et du coup, j'étais vraiment sur la dimension plus intérieure, de partir de mon élan, en fait. Et oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que parmi toutes les personnes qui ont une certaine sensibilité, une connexion au sensible, euh, l'approche peut être différente en fonction des profils, puisque toi, tu te qualifies comme une hypersensible et moi comme une pragmatique sensible, ce qui fait que notre perception de base du monde, le filtre avec lequel on regarde le monde n'est pas le même. Toi, c'est l'intuition, l'être, et moi, c'est plus la rationalité. Pourtant, on a toutes les deux une sensibilité. Ce qui fait que toi, quand tu commences l'entrepreneuriat, tu as cet élan du cœur, mais tu es complètement animé par ça. Moi, il y a l'élan du cœur forcément qui me ramène à l'entrepreneuriat, mais c'est pas ce qui est prépondérant. Il y a un côté très business. Et d'ailleurs, dans les écoles qu'on a choisies, ça se ressent beaucoup. Parce que tu as choisi une école qui était humaniste, que j'avais visitée, qui me plaisait beaucoup. Mais j'ai choisi une école qui était plus business. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment aussi ce prisme qui pour moi est plus émotionnel. C'est-à-dire que, et aussi j'ai eu un moment, un ras-le-bol où j'ai voulu fuir quelque chose. J'avais pas de vision claire de ce que je voulais faire, mais je n'en pouvais plus. Je me sentais un peu mourir intérieurement et c'était vraiment plus émotionnel, ouais, effectivement. Et il y a un point qui est très intéressant dans ce que tu dis et qui vaut pour nous deux, c'est que dans les deux cas, la perception de base ne suffit pas. Oui. L'intuition ou de l'émotion, ou que tu pars d'une vision qui est hyper business, si tu n'as pas l'autre côté, l'autre polarité, ton business, il est sans âme. Mm. Et c'est pour Complètement. ça que tous les deux, on a fait le chemin inversé. Toi, tu es parti vers plus de la structuration de business, et moi, je suis partie vers un business qui était plus spirituel, émotionnel. Et l'idée, pour ceux qui nous regardent et qui veulent aller vers de l'entrepreneuriat sensible, c'est pas de choisir l'un ou l'autre, c'est vraiment de trouver cet équilibre. Tant que vous n'avez pas cet équilibre-là, vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat sensible. Mm. Oui, mais ça rejoint l'équilibre dont on a beaucoup parlé aussi entre, en tant qu'être humain, nos énergies masculines et féminines. Et je trouve que voilà, on peut aussi le schématiser là-dessus. C'est que si je suis juste dans mon énergie féminine, c'est bien aussi, c'est un élan qui vient du cœur, qui est invisible. Mais en revanche, sur le long terme, si j'ai pas d'énergie masculine qui structure, bah, je vais m'épuiser. Donc, je pourrais avoir un entrepreneuriat sensible, mais à titre individuel, en tant que personne, je vais faire un burn-out où voilà, je vais subir mon quotidien. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et je l'expérimente aussi parfois, tu vois, genre, ah, c'est trop, tu vois, j'ai besoin de ce cadre. Et de l'autre côté, si je suis juste pragmatique, effectivement, à un moment donné, il va manquer comme de la substance dans, dans mon entreprise, dans mes projets. Donc, ouais, les deux sont reliés. Mm. Manquer de substance et tu vas finir peut-être par avoir la sensation de subir tes projets. Mm. C'est-à-dire une entreprise qui peut fonctionner parce que c'est pas forcément, euh, comment dire, opposé. On peut avoir une entreprise qui fonctionne, qui rapporte de l'argent matériellement, voilà, qui est bénéficiaire, mais qui ne nous fait pas vibrer. Et dans ce cas-là aussi, c'est une problématique. Donc, c'est pas qu'une question de rentabilité.
Oui, bah, c'est quand même le cas, je pense, de beaucoup d'entreprises qui sont basées plus sur l'extérieur, sur l'aspect financier, etc. Mais si on s'adresse à ouais, des personnes qui ont quand même envie de s'épanouir en tant qu'individu dans leur entreprise ou dans leur projet, bah, c'est clair que l'un ne va pas sans l'autre. La dimension émotionnelle, sensible, profonde, va être servie par la dimension plus concrète, plus matérielle et plus structurée. Et c'est une quête en fait d'équilibre en fait. Selon de là où on part, bah, on va expérimenter une polarité voire une autre, et puis après on se recalibre sur une forme d'équilibre. Oui, et moi je dirais que le plus important pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et avoir un autre type d'entrepreneuriat, c'est de se connaître. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. On part sur des accompagnements business, sur je ne sais pas quoi, sur des spécialités à se former. Mais si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas quelles sont tes peurs, si tu connais pas, tu n'as pas vraiment défini ton identité, même pas en tant qu'entreprise, en tant que personne, là on est dans l'être. Non mais c'est Tu vois. clair. Si tu ne sais pas quels sont tes blocages, parce que tu as des blocages inconscients, comment après tu veux les surpasser dans l'entrepreneuriat qui en soi est une sorte d'épreuve initiatique qui vient te ramener toutes tes peurs sous différentes formes. Clair, fois 10, fois 1000. Bon, après, ça peut être une façon aussi, mais c'est un peu une épreuve du feu, tu vois, d'y aller sans connaissance de soi. Mais je pense qu'effectivement, c'est plus compliqué d'avoir quelque chose de nourrissant si on ne se connaît pas. Et il y a notamment, bah, si on se dit qu'on est dans tout ce qui est plutôt de l'ordre de l'accompagnement, je sais pas, du soin, voilà, de l'humain, entre guillemets, même si je n'aime pas trop cette expression, mais de l'être humain, du vivant, c'est compliqué de ne pas se connaître, ou en tout cas, on ne se connaît jamais complètement, mais de ne pas faire ce travail intérieur de dépouillement, de connaissance de soi, de ce qui nous donne de l'énergie, de ce qui nous stimule, de ce qui nous motive, parce que après, comme tu le dis, c'est un peu initiatique, mais ça peut être compliqué de se lancer sans se connaître, parce que ça ouvre aussi la voie à la comparaison, aussi la voie, comme tu disais, à des formations, des accompagnements qui vont venir rassurer nos peurs, mais qui en fait ne vont pas nous faire cheminer intérieurement. C'est le chemin inverse qui est plus important, d'aller plus en soi, identifier ce qui nous anime et ce qui nous bloque. Et certaines formations, pour en avoir fait certaines, elles m'ont juste confirmé que bah, j'avais pas besoin de faire la formation, tu vois. Des fois, c'est un apprentissage en soi de Je trouve faire que ça une... vient juste rassurer notre ego, en fait. Ouais. Comme tu dis, il n'y a pas ce travail en profondeur qui est fait. Alors, bien sûr, il y a toujours des cas où bah, on peut le faire sans tout ça. On peut être entrepreneur sans économie, sans travailler sur soi, etc. Aujourd'hui, on est là pour vous transmettre l'après, hein, du chemin qu'on a traversé. Donc, le but, c'est pas forcément de passer par tous les obstacles, mais c'est justement d'apprendre des autres qui sont passés avant. Ouais, de gagner du temps. Et moi, je le dis clairement, dans ce que je propose, mes formations, elles comptent pour 10-20%. Ce qui compte le plus, c'est le chemin que je fais à titre personnel, via la thérapie, des discussions avec des amis, des lectures, des accompagnements. C'est ce qui vraiment a le plus de valeur parce que c'est dans l'expérience et c'est là où je transcende des choses et c'est là où ça peut connecter avec des personnes. Et finalement, tout ce qui est de l'ordre de mes diplômes, certifications, j'en parle pas trop, même si je pense que des fois, je devrais plus le mettre en avant parce que c'est aussi un investissement en temps, en argent, mais c'est pas ce qui va faire la réelle différence pour moi dans ce que je peux proposer. Si je me compare à d'autres personnes qui ont fait les mêmes formations que moi, là où on va se différencier, c'est sur notre parcours et notre unicité, en fait. Hmm. Oui, c'est clair, c'est qu'est-ce que tu en fais, comment tu l'intègres à ta pratique, comment tu le transformes, comment tu l'incarnes. Et c'est ça Exactement. le plus important. Et moi, quand je regarde l'évolution de l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. On vous dit oui, mais faites des formations sur ça, sur ça, sur ça, sans dire que le plus important, c'est l'être et c'est l'expérience qui vont faire que bah, on va transformer les choses et on va créer notre propre pratique.
parce que par rapport à ce que toi tu fais aujourd'hui, il n'y avait pas de formation en fait. Tu as créé quelque chose de nouveau. Non, mais c'est vrai. Ouais, ce que tu dis, c'est là où je vois que tu as vraiment un bon filtre pragmatique qui m'aide. C'est que, par exemple, les vidéos que je vais faire pour des personnes, je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont contacté pour savoir quelle est la formation que j'avais faite pour les vidéos, etc. Et typiquement, les vidéos constituent l'offre où je n'ai pas de formation, où j'ai simplement relier tout ce que j'aimais, expérimenter. Et même s'il y a eu des portes d'entrée avec des formations en photothérapie, j'avais pas du tout de voix et c'est mon propre cheminement. Puisque d'abord j'ai fait une vidéo pour moi dans le cadre d'un accompagnement justement plus centré sur l'être. C'est mon propre cheminement qui m'a permis de, tu vois, comme me débarrasser de certaines choses pour créer quelque chose de nouveau. En fait, j'ai pas non plus inventé la roue complètement, mais si j'avais voulu trouver une formation pour faire ça, c'était vraiment pas le bon chemin puisque je ne pouvais pas me connecter à ce ça puisque ça partait de moi, tu vois. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément et je pense parce qu'on veut vendre des solutions miracles, des choses qui rassurent aussi, comme tu disais, l'ego ou le mental. C'est là où le discernement est aussi important. Et dans le discernement, il y a aussi l'écoute de son fort intérieur, c'est-à-dire que je peux parfois me mentir en voulant faire une formation parce que ça rassure quelque chose de l'ordre de avec ça, je vais être légitime. Mais si j'écoute mon fort intérieur, je suis peut-être plus attirée par autre chose ou par rien. Et c'est une forme de discernement. Ouais. Et ce qui est marrant ou intéressant à observer, c'est ce que je dis à tous mes clients, il y en a qui sont sceptiques, c'est quel que soit le nombre de formations que vous allez faire, la renommée, Harvard, etc., si vous avez le syndrome de l'imposteur en sortant, vous l'avez toujours. Ouais, c'est Vous clair. l'avez toujours parce que la source n'est pas matérielle en fait. Ouais, bah, c'est comme en fait mettre de l'eau dans un vase qui est troué. En fait, ça va donner l'impression sur le moment. Ça peut aider un petit peu, mais le fond du fond ne sera pas rempli si effectivement ça vient d'ailleurs. Et tu peux continuer à faire des formations sans forcément être rassuré. Et je pense que l'idée, c'est aussi d'entreprendre sans être rassuré sur son syndrome de l'imposteur, en fait. Exactement, de le faire par étapes. Bon, après, moi, c'est facile de vous dire ça parce que je suis quelqu'un qui est dans l'expérimentation et qui, malgré ses peurs, va agir. Je n'ai Mhm. pas une peur paralysante. Mais ce que je peux vous dire, c'est que plus vous faites des pas en dépit de votre peur, plus vous allez gagner en confiance et plus ce syndrome de l'imposteur, vous allez le faire taire. Et dans ce que tu disais, ce qui se rapproche beaucoup de ma vision, c'est le fait de créer sa pratique. Voilà, c'est Mhm. ce que vraiment j'encourage tous les entrepreneurs, même les cadres, hein, parce qu'on peut, ou les dirigeants, on peut créer une manière de travailler qui nous ressemble, même quand on est salarié. D'accord. C'est-à-dire jouer avec les cadres, la pluralité de nos facettes. Et je pense que dans ce cas, tu m'as beaucoup aidé parce que j'ai été une de tes premières clientes dans les vidéos intuitives. La Euh, vraie première cliente, c'était toi. la première, c'est vrai que c'était moi la première, je pensais que c'était l'une des premières. Ouais, non, officiellement, vraiment contractualisé, si on parle de concret, c'était toi. Ah ouais, je suis heureuse de l'entendre. Et moi, j'avais fait appel à toi parce que justement, je partais d'un filtre hyper rationnel, hyper pragmatique. Et puis à un moment, il y a eu ce changement où je me suis ouvert au sens, on va dire à la spiritualité. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce mot, mais vous comprendrez ce que je veux dire, c'est-à-dire aller vers quelque chose de plus profond dans l'identité de mon entreprise et quelque chose qui vient de mes tripes qui, euh, qui est ma connexion au sensible, à l'invisible, aussi à la féminité, au féminin en fait, à l'énergie yin. Et j'étais comme en mutation quand Ouais. je t'ai contacté. J'avais cette impression de perdre une ancienne peau, comme un serpent. Et ce qui m'a attiré dans tes vidéos intuitives, c'est que tu as vraiment un œil poétique, que moi je considère que je n'ai absolument pas, parce que j'ai une sorte de décalage entre. Des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas féminine. Les gens ils me regardent et me disent, mais toi? Ouais. Mais c'est plus intérieur, c'est dans ton ressenti. Oui, c'est dans mon ressenti exactement.
Et je t'ai contacté pour ça parce que vraiment, tu as cet œil poétique, doux, bienveillant, très délicat. Mm. Et je voulais mettre en image, en fait, cette mue. Mm. Bah, tu vois, déjà, c'est intéressant que tu dises ça parce que dans les vidéos et dans la façon dont je vois les gens, le monde, je sais que je perçois avec délicatesse, mais je ne me considère pas être une personne très délicate, tu vois. En tout cas, manuellement, tu vois, genre, je vais être maladroite. Donc, je pense qu'on a toujours, voilà, nos propres filtres qui ont un impact. Mais pour revenir à la vidéo, déjà, je voulais faire le lien avec le syndrome de l'imposteur. C'est comme je le disais. C'était vraiment la première qui m'a dit, je veux faire une vidéo avec toi, mais pro, tu vois, avec un vrai montage, du vrai matériel. Et moi, je n'étais pas du tout prête pour tout ça. Mais je me suis dit, on y va, tu vois, genre, si tu le ressens, si tu me fais confiance et qu'il y a quelque chose. Maintenant, il y a aussi une croyance que j'ai développée, que rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire que si on me le propose, c'est que je suis prête, en fait, d'une certaine façon, à le vivre d'une manière ou d'une autre. Et je me souviens, je t'avais dit, bon, mais si tu l'aimes pas, je te rembourse, tu vois. Parce que j'avais peur de tout ça. Mais au final, la vidéo, elle s'appelle Pluriel. Je vous invite à la regarder sur le site d'Edmé ou sur mon compte Instagram. Elle est tellement belle, c'est une œuvre d'art, elle est magnifique, intemporelle, où on a filmé de manière intuitive. Pardon, il n'y avait pas des choses que tu voulais, mais on s'est laissé porter par l'environnement. J'ai mis en valeur, je pense, toute la dimension que tu avais refoulée pendant beaucoup de temps, consciemment ou pas. Donc, c'est vrai que c'est une muse et dans ces vidéos, c'est toujours un passage. Et la vidéo, elle vient cristalliser, ancrer, ritualiser tout un cheminement de plusieurs années. Et ça peut être très chamboulant émotionnellement de voir. Euh, et en même temps, c'est comme un ancrage émotionnel, sensoriel, auquel tu peux te référer, tu peux regarder la vidéo. Moi, je peux la regarder des dizaines de fois, je m'en lasse pas parce qu'il y a cette force émotionnelle qui est ancrée dedans. Et D'ailleurs, moi, j'étais très émue quand j'avais découvert, même pas la version finale, mais juste quand tu étais en train de la monter, j'ai trouvé que ton regard était très juste. Hmm. C'est très juste. Et ça, je trouve que c'est une belle illustration de ce qu'est l'entrepreneuriat sensible. C'est aussi comment dans sa communication, on peut communiquer autrement. Parce que pour moi, bah, cette vidéo plurielle, déjà, elle montrait plusieurs facettes de ma personnalité, mais aujourd'hui, j'ai un podcast qui s'appelle Pluriel. Ma nouvelle société de thérapie, mon cabinet de thérapie, il s'appelle comme ça, Pluriel PCT. Donc, c'était le début de quelque chose. Oui, c'est qu'il y a une partie de toi qui savait déjà vers quoi tu allais et qui m'a contactée. C'est sûrement cette partie-là, supérieure, on va dire, pas dans le sens rapport de hiérarchie, mais supérieure dans le sens ton âme ou une partie en toi qui savait déjà et qui voulait euh, éclore, poser ça, parce que très certainement, c'était une étape pour la suite. Mais en général, on ne sait pas quelle va être la suite. C'est juste qu'on a cet appel à travers la vidéo, ça peut être à travers d'autres choses. Mais le regard dont tu parlais, c'est vraiment ce qu'on me renvoie souvent, que c'est un regard doux, bienveillant, plein d'amour, qui, dans la vie de tous les jours, parfois me fait défaut, mais du coup, dans les vidéos, c'est une force. Et c'est simplement grâce à l'expérimentation que j'ai pu voir qu'en fait, les gens le captaient et que tout le monde ne voyait pas comme moi. Tu vois, parce que c'est ça aussi, c'est valoriser ce qui est naturel pour soi. Et j'en viens à quelque chose qui est hyper important. C'est en fonction de votre sensibilité. Donc, est-ce que vous êtes hypersensible ou pragmatique sensible? L'important pour évoluer dans l'entrepreneuriat sensible, c'est aussi de se faire accompagner. Parce que ce qu'on a fait avec la vidéo, ça m'a beaucoup plus apporté qu'une communication d'entreprise. Merci. Ça a transformé quelque chose chez moi et ça a ouvert des portes qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis capable de faire le podcast pluriel. Est-ce que c'était l'intention quand j'ai contacté Aurélia? Non. Donc, dans l'entrepreneuriat sensible, comme tu le disais, on n'est pas sur de l'objectif. On est sur une réalisation de soi. Donc, on ne sait pas ce qui va compter. On va suivre un élan du cœur. Et le conseil, la recommandation que je ferai aux personnes qui nous regardent, c'est faites-vous accompagner sur
la polarité qui n'est pas dominante chez vous. Clairement, pour moi, tout ce qui est l'énergie yin, l'énergie féminine, voilà, tout ce qui est écouter ses 5 sens, mettre plus de sens, repartir, enfin, assumer cette spiritualité, c'est des choses où j'ai dû me faire accompagner. Et tu as été une des personnes qui a compté dans ça. Donc, ça ne veut pas dire se faire accompagner tout le temps, mais mettre de côté son ego et se dire, bah, j'ai des choses aussi à découvrir sur ça. C'est OK. Et la vidéo que tu as faite, j'aurais jamais pu la faire moi-même et j'aurais jamais pu la faire avec quelqu'un d'hyper pragmatique et rationnel. D'ailleurs, on a travaillé ensemble sur certains projets et avec des artistes qui avaient ce côté très pragmatique, rationnel, etc. et qui n'ont pas du tout l'effet escompté que moi j'avais imaginé dans ma tête, alors Ouais, que je suis quelqu'un qui a cette dominante-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aller aussi vers des personnes qui ont les polarités inverses pour avoir cette complémentarité et pour ouvrir le champ des possibles. ouais, c'est comme un transfert qui se fait. Par exemple, la vidéo, je pense qu'elle a vraiment, c'est un accompagnement qui t'a permis, à mon avis, de transcender des choses sur beaucoup de plans. Le plan émotionnel, le plan physique, le plan invisible. Et du coup, comme tu dis, on ne sait pas quelles vont être les conséquences, mais les conséquences vont forcément être aussi concrètes. Mais simplement, tu n'es pas parti avec un objectif, genre je veux faire une vidéo pour illustrer un podcast que je veux. Non, c'était un appel bien plus profond. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des conséquences assez fortes, tu vois. C'est que ça vient vraiment de ton être, de ta... Ouais, vraiment profondément de toi. Et aussi, ce que tu disais sur la complémentarité, je pense que c'est important d'aller chercher des personnes où en fait, en même temps, elles ont, entre guillemets, ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a moins développé, mais aussi, il y a une sensibilité commune, il y a quand même un langage commun. Oui, bien sûr. Parce que Enfin, sinon, tout ça là, on est dans le cadre de l'entrepreneuriat sensible. Donc, toutes les après, personnes avec qui on interagit ont cette sensibilité-là. C'est juste que ce sont soit des hypersensibles, soit des pragmatiques sensibles. Mais on n'est pas dans le cadre de quelqu'un qui est complètement coupé de sa sensibilité. oui, et il y a ce pont du coup qui est la sensibilité, et puis après tu as des polarités inverses. Comme moi, j'ai fait appel à toi pour le bilan holistique, et du coup, tu m'as complètement apporté des choses qui étaient hors de ma portée, en fait, sur la structuration, l'organisation, une forme de stratégie, de vision aussi. J'ai un exemple qui me vient où pendant le bilan, je t'avais dit, je sais plus, je veux communiquer sur un événement. Et mon filtre étant émotionnel, j'avais la crainte que trop de personnes me répondent Mm. à l'événement et que j'ai pas en fait l'espace pour prendre les rendez-vous. Et tu m'as dit, mais attends, mais si tu as, je sais pas, 50 personnes qui te répondent, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Là, je me suis dit, bah oui. Sauf que dans mon filtre émotionnel, c'était tout de suite oh, intrusif, comment je vais gérer, ça réveille une forme de peur liée aussi à la fois à mon filtre et à mon manque de structuration, d'énergie plus masculine, mais une structure, enfin, avant, je pensais que la structure était contraire à ma liberté. Donc, je pensais en quittant le salariat que j'allais être complètement libre. Et j'ai découvert dans l'entrepreneuriat sensible que la structure avait de la place. Et j'apprends, tu vois, je suis vraiment en chemin là-dessus. Je ne me considère pas du tout aboutie sur ce sujet, mais tu m'as vraiment aussi, grâce à ton pragmatisme, fait prendre conscience de choses où je me dis, mais j'étais vraiment, je partais à l'intuition, mais trop en fait, tu vois. Ouais, merci en tout cas pour ce retour. C'est une question d'équilibre en fait. C'est ce qu'on Exactement. disait tout à l'heure, c'est comment j'apprends à me structurer ou à lâcher prise en écoutant mon intuition, mais à ma manière. Il n'y a Ouais. pas de, il y a pas de manuel. Après, ce qui est vrai, moi, pour accompagner pas mal d'hypersensibles sur plus leur apporter de la structure, j'ai remarqué qu'il y a forcément des points communs. Que quand on est hypersensible, les tableaux Excel, les calendriers, c'est pas notre fort, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'organiser. Ça veut dire que ça, c'est une organisation qui correspond aux pragmatiques sensibles, qui ont ce filtre rationnel. Et d'ailleurs, je me souviens d'un moment où on parlait d'une planification annuelle. Et j'avais capté que bah, toi, justement, la structure militaire, bah, c'était pas ton truc.
normal en tant qu'hypersensible. Et on a commencé justement à travailler avec des choses qui étaient plus des tableaux, des schémas, des dessins, de la symbolique, alors qu'on parlait quand même d'organisation business. Mais c'est comment recréer un calendrier aussi comme une sorte de mind mapping en fait. Ouais. Ouais, oui, clairement, quand je regarde je pense que ça parlera à beaucoup d'hypersensibles, je regarde un calendrier, il y a des carrés partout, des chiffres, ça m'angoisse en fait. Je suis là, genre, je comprends pas, c'est pas mon langage. Enfin, c'est pas que c'est pas mon langage, mais c'est que ça me parle pas et ça m'enferme. Alors que ensemble, ouais, c'est comme si tu m'avais permis de traduire un calendrier Excel avec un autre langage où je vais faire des cercles. Et du coup, quand je vois un cercle, ça m'apaise, tu vois, c'est plus circulaire. Je vais utiliser des couleurs, ce genre de choses. Et, euh, et ça m'a ouvert une autorisation de me structurer différemment. Parce que pour moi, la structure était celle qui est la plus commune, celle des entreprises, celle que je connaissais en fait, des process, des cadres qui sont ben, identiques pour tous. Tu vois, tu dis le calendrier typiquement va servir aux pragmatiques sensibles, c'est vrai. En même temps, c'est l'outil qui est diffusé pour tout le monde, alors que potentiellement, il y a des gens à qui ça ne parle pas du tout. Et donc, c'est grâce à ça, j'ai pu comprendre ce qui était vraiment répulsif pour moi, mais plutôt que d'être dans le rejet, de me dire comment je peux l'adapter à un discours et à des formes et à une façon qui soit plus agréable. Oui, complètement, parce qu'en plus, je me souviens dans ton accompagnement, et je pense que ça va aider beaucoup d'hypersensibles qui nous regardent. Il faut faire la différence entre l'organisation sur voilà, les prochaines semaines et on va dire l'organisation sur une plus longue durée, où tu peux utiliser un calendrier type iPhone et te dire, bah, par exemple, tous les vendredis, je vais les bloquer pour faire autre chose. Et là, le calendrier devient ton ami parce que tu as bloqué tes disponibilités et ça t'offre une liberté. Ah ouais, complètement, c'est ce qu'on avait fait ensemble. Et sur le moment, je vais pas mentir, ça me faisait chier, tu vois, parce que c'est aller dans un calendrier, bloquer des dates. En plus, je sais pas, je vais mettre le truc, ça va mettre la mauvaise heure, ça va m'énerver. Enfin bon, bref, c'est vraiment pas un outil qui est intuitif pour moi, tu vois. Mais c'est vrai qu'une fois que je l'ai fait, quand parfois je regarde sur mon téléphone, je vois, le vendredi est bloqué, tu vois, ça m'apaise. Donc, ça m'a permis d'avoir quelque chose de plus rassurant. Et je pense effectivement, ça parlera. Comment? De plus prévisible aussi, parce que quand tu as ton calendrier de rendez-vous qui se remplit tout seul en automatique, euh, Ouais. avec voilà, Ouais. des liens Calendly, c'est vrai que quand tu as bloqué, tu fais ah, mais c'est super en fait, je me suis bloqué un temps libre, un temps pour moi. Ouais. Après, charge à moi ensuite de vraiment honorer ce temps libre. Et là, c'est aussi un truc en process, mais rien que le fait qu'il soit bloqué, c'est déjà une forme de protection où tu dis, effectivement, c'est ton ami. Et je pense qu'il y a plein de méthodes qui sont proposées dans l'organisation qui vont pas du tout convenir aux personnes hypersensibles. Type telle méthode, telle organisation, etc. Je pense que on a besoin d'un cadre, mais d'un cadre qui soit suffisamment souple et on va pas être créatif de 8 heures à midi tous les jours, tu vois. Ça va pas marcher. Et en même temps, comme on reçoit beaucoup d'informations, qu'on a une pensée très libre, si on structure pas un petit peu, moi je sais que des fois je suis en train de travailler, j'ai un mail, un truc, je pense à ça, tout arrive sur le même plan en fait. Et j'ai l'impression que je dois tout faire en même temps. Et Mm. c'est pour ça que travailler avec des personnes comme toi, je pense, aide, en tout cas m'a aidé en tant qu'hypersensible, tu vois, à structurer, à me dire non mais une chose après l'autre, tu vois, où l'esprit est plus linéaire et va piocher là-dedans ce qui est prioritaire. Puis définir ses grosses priorités, parce que les personnes qui ont une forte énergie empathique ont une vision qui est très macro et pas Ouais. micro. Donc ça aussi, le prendre en compte. Il y a un point aussi sur lequel il voulais échanger avec toi et qui pour moi est hyper important dans l'entrepreneuriat sensible et dont on Mhm. a parlé pendant ton accompagnement, c'est accepter d'être précurseur dans son domaine. Puisque on invite toutes les deux à suivre son élan du cœur, à créer une pratique, une manière de travailler qui nous ressemble. Finalement, il faut accepter aussi d'être en marge de ce qui existe, de se connecter à l'invisible dans le sens où on se connecte à quelque chose qui n'existe pas encore.
d'accord? Mais notre âme, c'est déjà. Et il y a ce côté où on se dit, waouh, en fait, je suis en train de peut-être apporter quelque chose de nouveau, Ouais. peut-être pas rassurant. Mais ça fait partie de l'entrepreneuriat sensible aussi, non? Ouais, clairement, c'est un peu vertigineux parce que c'est comme rentrer comme ça dans une forêt et puis il faut débroussailler le chemin. Donc c'est vrai que c'est vertigineux, c'est là où je pense que la connaissance de soi est très importante parce que ça va être sur ça qu'on va pouvoir s'appuyer pour débroussailler et créer de nouvelles choses. Et aussi, quelque chose, moi, qui m'a aidée, c'est que je me suis rendu compte que les personnes qui m'inspiraient, bah, c'était des personnes qui avaient créé leur propre façon de faire. Hmm. C'est toujours plus inspirant quand c'est fait et que c'est posé. Là, bah, ça a l'air pas mal. Et ce dont on parle pas, c'est que ça demande en fait de croire en soi. Une foi. Comment? Ça demande d'avoir la foi. La foi, ouais, vraiment la foi en ce quelque chose qu'on sent juste. La foi aussi que bah, si on le ressent si fort, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose. Mais comme tu disais, il n'y a pas forcément le chemin qui est tracé, il n'y a pas forcément de preuves. Et les preuves, elles viennent en faisant, en ayant la foi et en faisant, comme tu dis souvent, des actes de foi. Hmm. Et je me souviens de l'exemple du ministère de la Justice où j'ai fait un séminaire sur l'hypersensibilité. Et le ministère de la Justice m'avait contacté pour la journée de la femme et me proposer certaines choses, etc. Et je n'osais pas proposer d'intervenir sur l'hypersensibilité parce que j'avais comme intériorisé la croyance que c'était trop sensible, pas assez pragmatique pour eux. Et en fait, on en a discuté, tu m'as dit, mais propose-leur, tu vois, ce que j'ai fait. Et en fait, ils ont suivi, ils ont adoré. Donc, c'est aussi ne pas, ce qui est souvent le cas des hypersensibles, c'est suradapter à ce qu'on pense que l'autre veut de nous, que le client veut de nous, que le marché veut de nous. Et c'est rester quand même sur son centre et sur ce en quoi on croit. Et il y a Hmm. de faire bonne surprise. C'est vrai que ça demande bah, d'avoir la foi, Mais la nourrir. et pour le pragmatique sensible, c'est pas forcément par rapport à l'autre, mais c'est par rapport au marché, en fait, des données qui sont plus, on va dire, cartésiennes. Mais finalement, c'est la même chose. C'est je me suradapte à quelque chose d'extérieur et j'écoute pas mon élan intérieur. Donc, et pour en témoigner hein, par rapport à ma propre activité et à tous les bons qu'ont pu faire mon activité, parce que ça se fait aussi sous forme d'étapes, je pense. Et toutes les fois où j'ai fait des actes de foi dans mon activité, c'est là où j'ai eu les plus fortes retombées économiques. Mais au moment où j'ai pris les décisions, j'avais pas de certitude. Ouais. Et c'est ce qui m'a aussi apporté la plus grande joie, le plus grand alignement avec mon activité, parce que c'est pas qu'une question d'argent. Un de mes slogans, c'est travailler dans la joie. Et la joie, c'est une énergie qui est portée par l'amour. Finalement, c'est comment on met de l'amour dans son business, comment on remet le cœur au centre, qui fait qu'on va être dans l'entrain, qui fait qu'on va être créatif, on va trouver des solutions, on va proposer des services qui nous ressemblent et on va contribuer aussi au monde. Ouais, complètement. Et où on porte pas de masque, en fait, ou en tout cas le moins possible. Et Mm. on n'a pas besoin de rentrer dans un petit costume pour correspondre à certaines attentes. Et c'est vrai que l'argent, du coup, la retombée financière, c'est comme un indicateur, comme on est dans de l'entrepreneuriat sensible, que cet acte de foi était justifié quelque part, mais ça n'est pas le seul. Et il y a une forme d'abondance, d'opportunité ou simplement d'alignement. Et ça, c'est très juste. Finalement, faire une offre qui te correspond vraiment, je pense que même si elle est refusée, eh bien, au final, on se dit, bah, au moins j'ai proposé qui j'étais ou ce qui correspondait à mes valeurs. J'ai développé maintenant vraiment la croyance que je préfère, même si ça me coûte, hein, je préfère obtenir un refus pour quelque chose qui me ressemble vraiment plutôt que d'obtenir un accord ou pour quelque chose où ça ne me correspond pas, parce que j'ai vraiment expérimenté le fait que quand je propose quelque chose qui est vraiment moi, qui me correspond, en général, ça va parler en fait beaucoup plus. Pas forcément aux personnes que j'anticipe, mais ça parle beaucoup plus, c'est clivant. Oui, et merci d'avoir précisé ce point parce que c'est essentiel. Déjà, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a un processus de maturation.
Donc, des fois, oui, on est aligné avec le service, on fait son pas de foi, il n'y a pas de retombées économiques qui sont directes. Et ça, c'est important de se dire, il y a un processus de maturation. Donc, ne pas abandonner si on se sent vraiment aligné avec ça. La deuxième chose, c'est que dans ce processus de maturation, il y a aussi notre capacité à recevoir. Des fois, on va avoir la bonne offre, le bon alignement, mais intérieurement, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, c'est notre capacité à recevoir, qui est liée à l'estime de soi. Et ça arrive à tout le monde, hypersensible, pragmatique, sensible, juste personne complètement rationnelle, sauf qu'il y a quelque chose d'énergétique. Parce que quand j'ai peur de recevoir, je dégage quelque chose qui est, je suis dans la rétention en fait. Ah, complètement. Mais c'est hyper intéressant que tu dis ça parce que le temps de maturation, je le vois aussi sous l'angle de l'énergie précède la matière. Donc peut-être qu'intérieurement, c'est bon, tu es aligné, tu es OK avec ton offre, etc. Mais il ne se passe rien. Ou alors, c'est pas, il n'y a pas de match avec ce que tu as envie qui se passe, mais parce qu'il y a ce temps d'intégration où effectivement, l'énergie précède la matière. Donc avant que ça se matérialise, tu as parfois un délai de latence. Et, et l'autre point qui Ça est vient, ça, mais tu bloques aussi. Ça vient, oui, mais tu bloques. Moi, exactement. Ça, je l'ai vu avec plusieurs thérapeutes que j'ai accompagnés, qui étaient des hypersensibles d'ailleurs, euh, et qui commençaient à avoir des clients et qui se disaient, ah non, mais en fait, je reporte les rendez-vous, là c'est trop, parce qu'il y a des croyances derrière. La croyance, ça peut être, si j'ai trop de clients, ma vie perso va en pâtir, je vais plus voir mon copain, je vais avoir des problèmes de couple. Et quand on va pas chercher ce qu'il y a derrière, c'est compliqué. Moi, je vais vous donner un exemple qui est personnel. Quand j'ai commencé à faire des annales akashiques, on en a parlé, tout Aurélia, je me suis dit, bon, je vais faire des annales akashiques business. Et quand j'ai ouvert le cabinet, j'ai pas voulu ouvrir les consultations d'annales akashiques à tout le monde. Parce que peut-être que j'avais des biais sur qui venait prendre des consultations d'annales akashiques, etc. Et j'avais des demandes, mais je les mesurais. Non, non, je ne veux pas prendre ces demandes-là. Et ça, c'est une manière de refuser l'abondance. C'est une manière de refuser de développer son activité, de l'incapacité à recevoir. Voilà, là, vous complètement. avez vraiment les deux exemples de hypersensible et moi qui suis pragmatique sensible, où je me dis, ah non, non, je peux pas, quoi. Je veux pas cette partie-là, je la veux pas. Mais ouais, moi, je travaille beaucoup en ce moment sur ma capacité à recevoir parce que j'ai vraiment identifié que mon mental peut se dire, bon, je sais pas, je vais faire 20 000 euros de chiffre d'affaires, mais si je reçois 500 euros de plus que ce que j'avais imaginé ou si je fais une offre un peu plus élevée que ce que je pense pouvoir recevoir, je suis pas bien. Donc, c'est vraiment la preuve qu'en fait, il y a une partie qui voudrait, mais intérieurement, viscéralement, énergétiquement, c'est pas ouvert pour recevoir autant. Et ça se fait par étapes. Et c'est une forme de lâcher prise, d'accepter de recevoir plus que ce que l'on pense pouvoir recevoir. Et c'est vraiment lié aussi à l'estime de soi, à la valeur qu'on pense avoir, à son conditionnement transgénérationnel, à ce qu'on peut voir autour de soi. Et pour moi, je l'associe aussi à une forme de lâcher prise, tu vois. Ah Parce que oui. accepter de recevoir, c'est être en réceptivité de ce que la vie prévoit pour toi. Et des fois, tu imagines quelque chose qui te semble très bien, mais la vie peut t'envoyer quelque chose qui est 1000 fois mieux. Mais c'est est-ce que tu es capable de le recevoir? Et c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné, comme tu disais, pour l'identifier. Parce que sinon, tu es dans un rapport de force, tu dis, mais je comprends pas, j'ai envie de ça, mais plus profondément, non, tu n'es pas prêt en fait. Exactement. Et dans cette problématique, il y a quelque chose d'autre qui peut être lié, c'est accepter sa propre puissance. Hmm. C'est le Oh, rôle qu'on a à jouer. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que je travaille en ce moment, la manière dont je suis perçue par les autres et le fait peut-être dans ma projection, de prendre la responsabilité de l'autre. Moi, je suis toujours à non, non, mais justement, les gens vont être autonomes, ils vont être responsables, ils vont garder leur souveraineté. Je fais hyper attention à ça. Donc, c'est aussi accepter que moi, je peux avoir ce rôle de leader et endosser cette responsabilité-là qui va avec. ouais, accepter sa puissance, je pense que c'est vraiment euh, l'autre côté de la pièce de j'ai peur de montrer ou j'ai peur de ne pas y arriver. Je pense que ça, c'est la partie que l'on voit. Et ensuite, quand on dépasse ça, je pense que pour beaucoup de personnes, notamment de femmes, on a vraiment peur de notre puissance, Hmm. de notre potentiel. Et la puissance, ça ne veut pas dire le pouvoir sur autrui, mais je Voilà, pense
Je Mm. pense qu'il y a beaucoup de confusion sur je suis puissante, donc je suis dans un rapport de force où je veux prendre le pouvoir sur l'autre et tu peux avoir des contradictions, notamment par exemple si tu as un vrai intérêt à ce que les autres gardent leur souveraineté. Et si tu confonds rapport de force et puissance, bah, tu peux croire que tu vas empiéter sur les autres. Puis il y a aussi, oui, la capacité à être visible, à se montrer, à assumer qui on est dans toutes ces pluralités, justement. En fait, je pense que c'est l'étape d'après. C'est souvent ça, assumer sa puissance. Et pour accompagner beaucoup de femmes, c'est vraiment ce qui ressort, en fait. Et puis, ça te montre bien tout ce que tu décris, que c'est un cheminement, parce que nous, on se montre déjà, mais c'est comment tu passes à l'étape supérieure. Tu vois, parce que tu pourrais te dire, pourquoi Edmé, elle a cette peur qui arrive aujourd'hui, alors que je me montre déjà, alors que je fais des conférences, alors que je fais de la formation, blablabla, blablabla. Mais en fait, c'est juste l'étape d'après. C'est comment tu vas un peu plus loin encore dans ton Oui. rôle dans ton rôle de leader, et dans les nouveaux rôles aussi que tu peux prendre. Ouais. Ben, je le vois comme l'étendue de ton champ magnétique ou de Exactement. ton rayonnement. En fait, ben, t'as déjà tout ça, c'est ce qui est visible, mais en fait, c'est beaucoup plus, et plus tu explores, plus tu vois que c'est plus, à un moment, tu es là, genre, ça me fait peur. Et parce qu'aussi, la société ou des personnes peuvent te renvoyer quelque chose, en fait, des projections sur toi. Et du coup, tu peux te sentir mal de déployer ta puissance, non pas parce que c'est mal, mais parce que ça renvoie à l'autre certaines choses, certains inconforts. Et en même temps, je me dis, bah, on a tout intérêt à ce qu'il y ait plein de personnes qui assument leur puissance, qui vient du cœur, en fait, qui vient vraiment de qui elles sont dans le fond. Mm. Exactement. C'est une forme aussi de responsabilité. C'est pour clôturer sur l'entrepreneuriat sensible. Bon, c'est passé tellement vite. Je dirais que c'est le seul point qu'on n'a pas encore trop développé, c'est la responsabilité et la contribution. C'est comment, en étant nous-mêmes, on va partager notre unicité et en même temps, on va autoriser les autres à être eux-mêmes. Et ça va participer à l'évolution de la société, à l'évolution de l'humanité. On va avoir un impact social. Alors, quand je dis un impact social, c'est pas national, international, forcément. Il y a pour certaines personnes, oui. Pour d'autres personnes, ça va être un impact qui sera collectif, mais beaucoup plus petit, mais pas forcément moindre, je veux dire, au niveau de l'évolution de l'humanité, des femmes, etc. Donc, on a tous notre rôle à jouer. Et dans l'entrepreneuriat sensible, il y a aussi l'entrepreneur qui est conscient Ouais, de qui ouais, il est et de ce qu'il peut apporter en étant qui il est et pas en faisant quelque chose finalement. C'est ça qui est beau. ouais, c'est magnifique. Et dans le bilan holistique, tu vois, une des questions, c'était quel était l'héritage que je voulais laisser. Et en me questionnant là-dessus, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment un lien fort avec incarner son âme, incarner son essence divine. Et je pense que bah, dans l'entrepreneuriat sensible, c'est une des voies pour assumer sa puissance. Parce que du coup, on sort de notre côté un peu personnage, égotique, etc. Mais on laisse passer à travers nous cette essence divine qui va impacter autour de nous, mais ce n'est pas pour cela qu'on le fait, c'est une des conséquences. Comme nous, on est impacté par des personnes qui assument leur puissance. Mm. Et, et c'est très important pour les femmes notamment parce qu'en fait, ça va donner comme des modèles ou des représentations. Ah bah ça existe en fait. Et je pense qu'on en a vraiment besoin. Et effectivement, bah, il y a une conséquence, c'est qu'on permet aussi à d'autres de s'autoriser, même si c'est pas le but, mais je pense qu'on est sur Terre aussi pour ça, tu vois, pour faire grandir l'humanité. Et à travers l'entrepreneuriat, c'est une des voies, mais tu peux avoir des artistes, plein d'autres façons de le faire. Et il ne faut pas minimiser l'impact qu'on a sur des gens. Moi, des fois, il y a des personnes qui me disent ah, tu m'inspires pour ci, ça. Donc, je trouve ça étonnant, tu vois, parce que je ne fais pas du tout pour ça, mais je pense que on a un impact sur les personnes que l'on côtoie de près ou de loin. Et, c'est voilà, c'est une reliance à favoriser. On ne connaît pas notre impact. C'est ce que je dis Non, à des personnes autour de moi, pas forcément des entrepreneurs que j'accompagne, mais des personnes autour de moi qui me disent oui, mais on peut pas, ça on ne sait pas, on peut pas faire ça, qui se mettent plein de limites. Et je dis toujours, on ne sait pas qui on est. ouais. Voilà. Mm. Tu sais pas si tu es, tu sais pas si tu la nouvelle Rosa Parks,
Tu sais pas si tu es le futur prix Nobel, tu sais pas, voilà, tu sais pas qui t'es en fait. Tu sais pas l'impact que tu vas avoir. Et c'est OK, c'est ça qui est beau dans la vie, parce qu'on le fait pas pour ça. Exactement. C'est comme un effet qui se coule. Et alors, quelle serait ta conclusion? Est-ce que tu as envie de porter un mot particulier aux futurs entrepreneurs sensibles ou qui nous écoutent? Eh bien, si je pense notamment aux entrepreneurs hypersensibles, comme on s'était dit que c'était un peu l'idée, d'écouter votre cœur, vos émotions, votre intuition, de créer de nouvelles choses et de faire confiance à ce qui est en vous, c'est vraiment primordial, en essayant de se défaire au maximum de ce qui doit être fait. Et en même temps, écouter son cœur, c'est magnifique, mais ça ne suffit pas. Donc, derrière, se faire accompagner pour concrétiser ces belles intentions et accepter aussi de faire le tri dans toutes ces belles intentions, parce que parfois, on peut se sentir presque diffus dans toutes ces intentions. Donc, vraiment partir du cœur, écouter toutes ces intentions, ces intuitions, et en même temps se faire accompagner pour les concrétiser, parce que toute idée qui n'est pas matérialisée reste invisible aux yeux du monde. Et même si elle est magnifique pour nous, pour les autres, elle n'existe pas, quoi. Voilà, ça se perd dans l'astral. Exactement, quelqu'un d'autre va la récupérer. Voilà. Merci, bah, merci pour ton temps. Et puis, je dirais que pour conclure, moi, voilà, la même chose qu'Aurélien, suivez votre intuition, suivez votre cœur, mais je vous dirais juste, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les étapes, la big picture. Vous avez juste besoin de connaître la prochaine étape. Et puis après, laissez-vous la liberté d'expérimenter et de construire pas à pas. Parce que nous sommes des énergies en mouvement. Vous avez peut-être une idée aujourd'hui, mais c'est seulement en l'expérimentant que vous allez arriver à la 10e étape qui est après, et c'est OK. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Expérimentons. Expérimentons. Merci Aurélia. Pour ceux qui veulent te retrouver, je mettrai toutes tes coordonnées en commentaire, mais peut-être que tu as envie de dire un mot sur où est-ce qu'on peut te retrouver. Oui, Aurélia Monaco, c'est mon site internet, aureliamonaco.com, les réseaux sociaux Aurélia Monaco, mon site, Instagram, LinkedIn, et puis, euh, et puis mon livre qui s'appelle J'assume mon hypersensibilité, pour retrouver en version dédicacée sur mon site. Je vais l'emballer, mettre du parfum, mettre un petit mot, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil sur le site. Merci Aurélia. Merci à toi, Edmé.